Alors, les trois piliers de la contentious politics, c'est, vous savez, hein, c'est les ressources et les structures organisationnelles, c'est l'environnement institutionnel, les structures des opportunités politiques, et c'est en gros tout ce qui est registre de discours, aspects cognitifs, etc., les cadres, les cadrages selon les auteurs. Bon, c'est les trois piliers, la frame analysis. Hein. Et ces trois piliers s'appuient sur une définition particulière de l'objet d'étude qui, moi, me pose problème. C'est une définition par les événements. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la sociologie des mouvements sociaux anglo-saxons, on définit l'objet à travers les événements protestataires. D'accord ? Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Vous savez que pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 60, on est sur des paradigmes, on va appeler ça le comportement collectif, etc., où évidemment les définitions de l'action collective sont tout à fait différentes et des mouvements sociaux sont tout à fait différentes. Ensuite, vous avez ce vaste moment dont on ne sait pas très bien quand il se termine, parce qu'il se transforme plutôt qu'il n'est renversé par un nouveau paradigme de la mobilisation des ressources, où les mouvements sociaux sont définis par les organisations qui les portent. D'accord ? Les organisations, bon, c'est McCarthy, etc., avec toute une évolution. Et aujourd'hui, et c'est vraiment, en gros, inscrit dans le marbre, dans le bouquin de McCarthy, Tarot, Macadam, Tarot et Tilly, 2001, Dynamics of Contention, c'est une définition de l'objet par les événements. Pourquoi ? Parce qu'on a une technique, la Protest Event Analysis, et comme c'est avec cette technique qu'on travaille, et que cette technique elle permet quoi ? Elle permet de retrouver des événements protestataires, des manifs, des occupations, etc. Mais on va définir l'objet à partir de la technique dont on dispose. Vous voyez le problème ? C'est-à-dire qu'en gros, la définition de l'objet est le produit d'une contrainte technique. Bon, ça pose évidemment un vaste problème. Et aujourd'hui, avec le développement tout aussi massif des enquêtes par questionnaire dans les manifestations, on est toujours dans quelque chose. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Et je pourrais m'en féliciter, puisque en gros, on est deux ou trois, on va relancer ce machin, donc je pourrais me dire, ah, super, c'est moi, etc. Mais c'est une véritable erreur. C'est une véritable erreur. Je regrette ce papier 97 véritablement, parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde fait ça, et parce que comme c'est congruent avec cette définition des mouvements sociaux, eh ben, évidemment, ça tourne. Mais vous voyez bien le problème, c'est il me semble qu'on ne peut pas définir l'objet d'étude à partir d'une technique bien pratique, hein, qui permet de publier vite aussi, hein, de faire rapidement des enquêtes, de faire avec une enquête dans une manifestation, vous pouvez faire 5, 6, 7 papiers et un livre. Vous voyez l'intérêt. Ça, c'est la faute à personne, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donc si un jour, parmi vous, il y en a qui veulent trouver des postes, vous savez qu'il faut y aller, il faut publier. Donc je vous conseille vivement ces modes de faire. Le problème, c'est que c'est pas très intéressant. Alors, j'ai déjà parlé 25 minutes, donc à peu près, je crois. Je vous propose un petit jeu, on va choisir. Non, parce que je ne vais pas vous saouler avec mes histoires. Définition de l'objet, répertoire d'action, carrière militante. Non, les trois. Ok, parce que j'ai commencé à en parler, je vais dire 2-3 mots sur la question de la définition de l'objet, et puis ensuite on verra. Hein, si vous en avez assez, voilà. Il y a de l'eau là, si vous voulez. Alors, sur la définition de l'objet, je crois que je vais commencer par une anecdote. C'était en 2002 à Lausanne, ou en 2001, je ne sais plus, une collègue à moi, Mounia Belani-Schreibi, organise une conférence sur mouvements sociaux dans le monde arabe, à Lausanne. Et parmi j'étais invité pour faire la conclusion des travaux, je ne sais plus. Et puis il y avait notamment un chercheur, enfin un prof suisse qui s'appelle Hans-Peter Krisi, que vous connaissez, qui est un personnage important dans le sujet des mouvements sociaux, qui était là, et qui à la pause me dit mais c'est n'importe quoi, cette conférence ne porte pas sur les mouvements sociaux. Parce qu'il y avait Diane Singerman qui parlait de la manière dont au Caire les gens s'arrangent avec la loi, avec l'ordre, comment on détourne, etc. Les trucs à la Scott, si vous voulez, James Scott, etc. Bon, sur les formes de résistance à l'autorité, discrètes, etc. Et finalement, la moitié des papiers qui étaient presque des communications dans ce colloque ne parlaient pas de mouvements sociaux au sens où Krisi l'entend. Alors Krisi qui est un positiviste, alors lui il est carré, hein, je n'ai pas de doute, c'est le roi de ce point de vue-là, il ne pouvait pas comprendre. Parce que pour lui, un mouvement social, c'est une organisation, genre un syndicat, hein, avec un leadership qui fait des manifestations, qui s'oppose à l'État.
Et donc, voilà, c'est un peu ça le point de départ, c'est que dans la sociologie anglo-saxonne des mouvements sociaux, la définition de l'objet est extrêmement restrictive. Et ça n'est que par force, en quelque sorte, que petit à petit, elle s'est ouverte à d'autres choses, et notamment au sein même de la sociologie américaine, grâce aux travaux féministes, qui ne connaissent que depuis assez peu de temps une véritable reconnaissance parmi les chauvinistes mâles, pour parler comme Goodwin et Jasper, donc les Tarot, Tilly, etc. Et il a fallu plus de 20 ans pour que les travaux produits par les sociologues, les chercheurs féministes américaines, qui contestaient cette définition des mouvements sociaux, qui contestaient ces frontières de l'action politique telle qu'elle était définie par la Conscientious Politics, soient enfin reconnues. Et c'est notamment sous l'effet des critiques portées par... pas par des femmes, puisqu'elles n'étaient par définition pas entendues, c'est un fait, mais par certains hommes qui ont pris en charge, en quelque sorte, cela, c'est Goodwin, Jasper et d'autres. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'à la fin des années 90, petit à petit, les choses s'ouvrent grâce à cette... s'ouvre en quelque sorte aux travaux féministes, je vais en redire un petit mot, et à ce qui est proposé. Alors en gros, si on prend la définition de l'objet qui prédomine aujourd'hui, c'est toujours la définition de Tilly, hein, et qu'on va retrouver dans Dynamics of Contention, c'est la définition qui porte, je vous en cite une qui est la plus connue, c'est un mouvement social, c'est une série continue d'interactions entre les détenteurs du pouvoir et ceux qui les défient, c'est-à-dire ceux qui peuvent prétendre s'exprimer au nom d'un groupe dépourvu de représentation formelle. Donc avec deux critères, d'un côté l'expressivité. Un mouvement social, c'est forcément quelque chose qui est expressif, donc qui s'exprime dans l'espace public, qui se fait entendre et qui s'adresse à l'État, aux autorités. D'accord ? Donc rien de discret, rien d'individuel, la coupure est nette. Et puis l'autre critère, c'est, et ça évidemment, pour ma part je le retiens évidemment, c'est le critère de la dynamique, hein, de l'échange de coups chez Tilly. Et ça, évidemment, c'est tout à fait précieux. Et cette définition de Tilly qui date de la fin des années 80, qui est toujours en vigueur, elle est assez largement, en fait, même si on ne l'a pas trop remarqué, elle connaît une inflexion assez forte dans le bouquin de 2001, Dynamics of Contention, lorsque les trois auteurs disent, alors cette fois-ci clairement, que le mouvement social, c'est l'événement protestataire. Puisque finalement, ils considèrent que le seul critère à retenir, c'est la contestation ouverte et l'opposition à l'État, contestation ouverte et opposition à l'État, quelles que soient les formes prises par les mobilisations. Ça veut dire que la définition de l'objet s'étend d'une certaine manière, par exemple, la guerre civile en fait partie désormais, la révolution en fait partie, moi j'en suis pas sûr, peut-être autre chose, il faut réfléchir, les mouvements nationalistes, le nationalisme, tout ça rentre finalement dans le domaine de l'action collective. En revanche, on ne s'intéresse qu'aux contestations ouvertes adressées à l'État. Donc vous voyez tout ce qu'on laisse de côté, quoi. Et alors ça, c'est une définition qui me paraît totalement, ne pas fonctionner. Et d'ailleurs, je pense que c'est une définition qui n'est pas véritablement reprise aujourd'hui dans la littérature, c'est plutôt celle de Tilly, donc, que je viens de vous citer, de la fin des années 80, qui est reprise. Il y a trois manières de construire l'objet, me semble-t-il. Une première manière, je vais aller vite, une première manière, c'est de définir les mouvements sociaux par, finalement, les buts qu'ils se donnent. On considère que, et mouvement social, un mouvement qui est orienté vers le changement, par exemple. Alors ça prend différentes formes. Dans la sociologie tourainienne, vous allez trouver aussi des définitions qui sont largement articulées autour des objectifs que se donnent les mouvements. Hein. Bon, ok. Et là, ça permet effectivement d'évacuer un certain nombre de choses. Malheureusement, évidemment, ça ne marche pas très bien puisque l'orientation vers le changement pose des problèmes d'articulation entre l'orientation vers le changement de normes ou le changement de valeurs, pour parler comme Smeltzer, ou le niveau du changement individuel ou social. Et du coup, quand on réfléchit un petit peu, qu'on essaye de faire une liste un peu finie de toutes les formes d'orientation vers le changement que peuvent porter des mouvements sociaux, on a une liste infinie. C'est-à-dire que tout rentre. Hein. Donc vous voyez bien, une définition aussi inclusive, finalement, ne sert plus à rien, puisqu'elle ne permet, elle ne permet plus de distinguer quoi que ce soit. Et par ailleurs, évidemment, une telle définition exclut, et il me semble que c'est totalement dommageable, on avait essayé de le démontrer dans un bouquin en 2003 avec Mounia Benani sur les mouvements sociaux dans le monde arabe, un bouquin collectif, qui était le produit de ce colloque dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça exclut évidemment par définition toutes les formes de contestation discrètes, secrètes, invisibles,
qui ne sont pas forcément d'ailleurs pensées par ceux qui les portent comme des formes de contestation directe du politique, etc., et qui, me semble-t-il, s'inscrivent directement dans notre objet d'étude. Ne serait-ce que pour une bonne raison, c'est que les mobilisations ouvertes, qui s'adressent directement à l'État, qui portent directement leurs revendications, bien souvent prennent naissance, ne peuvent se comprendre que si on s'intéresse à un substrat antérieur justement de résistance, de culture, de protestation, etc. Je passe là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qui est très fortement développé dans les travaux féministes contemporains aux États-Unis, dans la sociologie des mouvements sociaux féministes. J'ai tout à l'heure cité le nom de Klaviter, K-L-A-W-I-T-E-R. C'est un bouquin de 2008 qui est un livre magnifique sur le cancer du sein, c'est-à-dire sur les mobilisations aux États-Unis autour du cancer du sein, où l'auteur montre bien que, vous savez, il y a la seconde vague du mouvement féministe casse la gueule aux États-Unis après 86 avec l'Equal Rights Amendment qui est perdu. Donc le mouvement féministe se délite en quelque sorte en tant que mouvement proactif, etc. Et dans un certain nombre de travaux, notamment les travaux de Costin, on a le sentiment que c'est terminé. Le mouvement féministe disparaît en quelque sorte. En revanche, enfin, ce que montrent des auteurs comme Klaviter ou Stagenborg et autres, c'est qu'au contraire, les militantes féministes réinvestissent ailleurs, dans d'autres causes, qui ne sont pas des causes ouvertes, qui ne sont pas des causes où on s'adresse directement à l'État, etc., mais dans des formes de mobilisation communautaire, la mobilisation sur le cancer du sein, les mobilisations sur la pédophilie, c'est le bouquin récent l'année dernière, très, très passionnant de comment s'appelle-t-elle, je me suis son nom. C'est Stagenborg, sur la pédophilie aux États-Unis, sur la mobilisation autour de la pédophilie, et tous ces travaux montrent que les militantes féministes de la seconde vague se reconvertissent, réinvestissent leur savoir militant, leurs ressources militantes dans des causes qui n'apparaissent plus aux yeux du sociologue Contentious Politics comme des mobilisations, parce que ça passe plus par des manifestations, ça passe plus par des formes d'opposition directe à l'État où on réclame des choses, ça passe par la guerre qu'on va faire à la médecine, c'est-à-dire aux organisations professionnelles médicales, ça passe par des formes de lobbying, etc., ça passe par la santé communautaire, etc., etc. Et ce que montrent ces auteurs, et je crois que c'est totalement convaincant, c'est qu'il y a une véritable continuité, qu'il y a toujours des mobilisations féministes très fortes, et d'ailleurs quand on regarde les résultats, si on réfléchit en termes de résultats, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'est-ce que ça produit les mobilisations, ça produit plus de choses aujourd'hui que ça ne produisait dans les années 70. On a perdu l'Equal Rights Amendment, mais aujourd'hui, on obtient un traitement du cancer du sein, on obtient un certain nombre de choses sur la lutte contre la pédophilie, certains aspects de la lutte contre la pédophilie, etc., etc. On obtient des choses, par exemple, sur la place des femmes dans l'armée, c'est la mobilisation sur le Covid, c'est aussi un autre bouquin dans cette perspective. Donc voilà, c'est cette définition, si vous voulez, des mouvements sociaux qui a longtemps prévalu par les objectifs portés par les mouvements ne fonctionne pas, parce qu'elle est à la fois trop inclusive, et en même temps, elle élimine, me semble-t-il, une bonne part de ce qui permet de comprendre ce qu'est une mobilisation, de ce qui la précède ou de ce qui la suit, lorsqu'un mouvement, comme dans le cas du mouvement féministe, se délite.